Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous faire écouter une chanson de Julien Clerc sortie en 1980 et qui s'intitule « L'assassin assassiné ». C'était un jour à la maison, je voulais faire une chanson d'amour peut-être, à côté de la fenêtre, quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono et moi penché sur mon piano comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique le matin même à la santé. Un homme avait été exécuté et nous étions si tranquilles. Là au cœur battant de la ville, c'était une fin d'après-midi, à l'heure où les ombres fidèles, sortant peu à peu de chez elles, composent doucement la nuit. Comme aujourd'hui, ils sont venus à pas de loup. Ils lui ont dit d'un ton doux: c'est le jour, c'est l'heure. Il les a regardés sans couleur. Il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui. Il n'a pas pu. Il a pris une cigarette. Sur mon travail tombait le soir, mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano, paroles et musique de personne, et j'ai pensé à ce salon au sang lavé sur le pavé. Par ces bourreaux, je ne suis président de rien. Moi, je ne suis qu'un musicien. Je le sais bien, et je ne prends pas de pause pour dire seulement cette chose. Les assassins commencent, oui, mais la société recommence. Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore.
chanson douce, ça n'est pas drôle. On lui donne deux, trois paroles et un peu d'alcool. On lui parle, on l'attache, on le cache dans la cour. Un grand aileron protège sa mort. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, cette chanson est sortie à l'époque où le débat sur le maintien ou l'abolition de la peine de mort faisait rage en France. Un autre chanteur, Michel Sardou, avait quant à lui, en 1976, sorti une autre chanson intitulée « Je suis pour », dans laquelle il s'engageait pour la peine de mort en réclamant justice et vengeance. Je me souviens bien de cette époque où la France était le dernier pays d'Europe occidentale qui, non contente de conserver la peine de mort dans son arsenal juridique, continuait à l'appliquer. La dernière exécution remonte à 1977. Le condamné s'appelait Hamida Djandoubi. Il s'agissait d'un ressortissant tunisien de 28 ans, guillotiné à la prison des Baumettes à Marseille. Il avait été condamné à mort pour assassinat après torture et barbarie, viol et violence avec préméditation. La grâce lui avait été refusée par le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Djandoubi était loin d'être un innocent, c'était un criminel, un violeur et un proxénète. Lors de son célèbre discours de 1981, le nouveau ministre de la Justice de François Mitterrand, Robert Badinter, avait décrit Hamida Djandoubi comme étant un, je cite, unijambiste qui, quelle que soit l'horreur, et le terme n'est pas trop fort, de ses crimes, présentait tous les signes d'un déséquilibré. Fin de citation. Le procureur général Chauvy parlait à l'époque d'une âme démoniaque. Les experts psychiatriques considéraient qu'il avait une intelligence supérieure à la normale, mais constituait un colossal danger social. Par la suite, plus d'une dizaine de criminels furent encore condamnés à mort en France, mais aucun n'a été exécuté. Ils ont soit vu leur sentence revue en cassation, soit bénéficié de la grâce présidentielle. L'abolition de la peine de mort en octobre 1981 fait donc de Djandoubi le dernier condamné exécuté de France et d'Europe de l'Ouest. Je me souviens aussi de l'affaire dite du pull au vert rouge et de l'exécution de Christian Ranucci, 22 ans, le 28 juillet 1976, également à la prison des Baumettes à Marseille. Cette affaire très médiatisée avait suscité et continue à susciter encore aujourd'hui beaucoup de controverses. La publication de nombreux livres et même la réalisation d'un film sorti en 1979 et intitulé « Le pull au vert rouge ». À l'époque, j'étais allé voir ce film, réalisé par Michel Drac et adapté du livre de Gilles Perrault. Nombreux sont ceux qui ont cru en l'innocence de Ranucci, condamné pour l'enlèvement et le meurtre d'une petite fille âgée de 8 ans. Je me souviens aussi de l'exécution de Claude Buffet et de Roger Bontemps, exécutés ensemble le 28 novembre 1972, après avoir été condamnés pour une prise d'otage à l'infirmerie de la prison de Clairvaux, prise d'otage qui avait mal tourné, 2 otages ayant été égorgés durant l'assaut. Il a été établi que ces 2 meurtres avaient été commis par Claude Buffet. Le fait que Roger Bontemps n'ait été dans cette affaire que le complice de Buffet ne lui a pas épargné la peine de mort, la Cour ayant estimé que, bien que n'ayant pas tué, Bontemps était complice des assassinats de Buffet. Révolté par cette exécution d'un homme qui n'avait pas tué, l'un de ses 2 avocats, Robert Badinter, décrivit le procès et ses suites dans son livre « L'exécution », paru en 1973. Il poursuivit ensuite avec opiniâtreté son combat contre la peine de mort, qui, alors qu'il est devenu ministre de la Justice, a fini par être aboli le 9 octobre 1981 par un vote de l'Assemblée nationale.
Je voudrais citer un autre cas de condamné à mort exécuté en France. Je ne m'en souviens pas personnellement, car elle est intervenue, cette exécution, le 1er octobre 1957, à Paris. Il s'agissait de Jacques Fesch, qui avait alors 27 ans lors de son exécution, et qui était le fils d'une bonne famille, apparentée d'ailleurs, plus ou moins descendante du cardinal Fesch, demi-oncle de Napoléon Bonaparte. Cet homme, ce jeune homme, avait tué un agent de police après avoir tenté un braquage dans un bureau de change de Paris en 1954. Dans l'attente de son procès, Jacques Fesch passa 3 années dans une cellule de la prison de la Santé. Isolé, tourmenté et plein de questionnements, il se mit à lire et à écrire, jusqu'à y passer ses journées entières. Lui qui n'avait rien fait à l'école se bâtit une culture littéraire et entama un cheminement intellectuel, puis spirituel. Durant cette période, plusieurs personnes contribuèrent à l'éveil de sa foi. Pendant ces années de détention, il entretint une correspondance régulière avec des proches, notamment avec sa mère, personne très croyante, qui lui fit parvenir en prison en octobre 1954 un ouvrage de vulgarisation sur les apparitions mariales de Fatima. Pour Fesch, c'est une révélation. Voici ce qu'il a écrit. À la racine du mal, de tout mal, se cache le péché, c'est-à-dire le refus de l'amour, le refus de Dieu. Le péché, c'est le refus de l'amour. Fin de citation. Il a pris en détention le décès de sa mère, survenu le 7 juin 1956, à la suite d'un cancer. Il écrit également à frère Thomas, jeune moine, également originaire de Saint-Germain-en-Laye. À mesure que grandit sa foi, il noua avec le jeune moine une relation épistolaire nourrie. Sa belle-mère, enfin, recueillit ses pensées dans un journal spirituel. Ses lectures, correspondances, entretiens lui permirent de renouer peu à peu avec la foi perdue dans sa jeunesse. Cela le changea complètement, il devint mystique, il reçut un choc spirituel au cours de la nuit du 1er mars 1955. Il écrivit des textes spirituels et regretta son crime et tout le mal qu'il avait causé. Après 1h15 de délibération, le 6 avril 1957, jour de son 27e anniversaire, le jury de la cour d'assises de la Seine le condamna à la peine de mort sans circonstances atténuantes. Le président René Coty rejeta la demande de grâce. Fesch accepta son sort avec sérénité. À la veille de son exécution, conformément à sa foi et aux liens qu'il entendait consacrer avec son épouse au-delà même de la mort, il compléta son mariage civil par un mariage religieux. Il passa ses derniers instants à écrire à sa belle-mère, son avocat, sa femme et aussi aux moines. « Dans 5 heures, je verrai Jésus, qu'il est bon notre Seigneur », écrivit-il alors. Depuis sa mort, Jacques Fesch est considéré par certains catholiques et par l'Église comme un exemple de rédemption par la foi, notamment après la publication de ses lettres écrites pendant son incarcération et réunies dans 2 volumes, Lumière sur l'échafaud et Cellule 18. Grâce au travail effectué par le père Augustin Michel Lemonnier dans les années 70 et par une carmélite, sœur Véronique, dans les années 80, Pierrette et Véronique Fesch ont fait publier, en étroite collaboration avec ces 2 religieux, les écrits de Jacques Fesch, afin de transmettre ce témoignage au public. Le 21 septembre 1987, une instance en béatification fut mise en place par le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, afin d'étudier les faits relatifs à la vie et à la conversion de Jacques Fesch. Selon le père Henri Moreau, postulateur de la cause en béatification, ce qui distingue particulièrement le cas de Jacques Fesch en comparaison avec d'autres conversions et qui en constitue la singularité et fait que l'on en parle encore plus de 50 ans après sa disparition, c'est qu'en plus d'une grande force spirituelle manifestée dans ses écrits, la personne de Jacques Fesch a bénéficié d'une réputation de sainteté qui est apparue dès le départ, au moment même de son incarcération, et qui a perduré de façon continue et avec la même intensité jusqu'à nos jours.
Le 24 décembre 1993, le cardinal Lustiger ouvrit l'enquête préliminaire à la béatification de Jacques Fesch et le déclara ainsi serviteur de Dieu. J'espère, a-t-il dit, qu'il sera un jour vénéré comme une figure de sainteté. Je me suis longuement étendu sur le cas de Jacques Fesch afin de montrer qu'un criminel peut toujours évoluer, changer, se racheter, alors que la peine de mort est, quant à elle, irréversible. De nombreux innocents ont, à différentes époques, été exécutés alors qu'ils étaient innocents. J'ai également cité le cas de Christian Ranucci, car dans cette affaire, les doutes et les incohérences dans les témoignages à charge auraient dû pouvoir bénéficier à l'accusé. Tous ces événements et d'autres font que j'ai toujours milité contre la peine de mort, en France et partout dans le monde. La mémoire familiale qui m'a été transmise concernant l'exécution de 2 de mes aïeux durant la Terreur en 1793 et 1794 a certainement joué un rôle dans l'horreur que j'ai toujours éprouvée envers le châtiment dit suprême. En 1981, j'avais accueilli avec soulagement l'abolition de la peine de mort en France. François Mitterrand avait eu le courage d'aller contre l'opinion publique qui était à l'époque majoritairement contre l'abolition. Malheureusement, de très nombreux pays à travers le monde ont conservé la peine de mort dans leurs codes pénaux et beaucoup l'appliquent encore. L'année 2020 avait connu une diminution notable des exécutions et des condamnations à mort, principalement due aux restrictions liées à la pandémie du Covid-19. Une fois celle-ci assouplie, les principaux États exécuteurs ont repris leur sinistre besogne et 2021 a vu une hausse alarmante des exécutions et des condamnations à mort. Au moins 579 exécutions ont eu lieu dans 18 pays l'an dernier, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport au total enregistré en 2020. L'Iran est le pays qui a le plus contribué à cette hausse, avec au moins 314 exécutions recensées en 2021. Parallèlement, en Arabie Saoudite, le nombre d'exécutions a plus que doublé, et cette triste tendance s'est poursuivie en 2022 avec l'exécution de 81 personnes en l'espace d'une seule journée en mars dernier. Je rappelle que là-bas, on exécute au sabre et en public. Malgré ces évolutions préoccupantes, le nombre total d'exécutions recensées en 2021 est le plus bas après 2020, enregistré depuis au moins 10 ans, et le nombre de pays qui ont procédé à des exécutions le plus bas jamais enregistré. Aujourd'hui, 106 pays ont définitivement aboli la peine capitale. Si l'on y ajoute ceux qui ont aboli ce châtiment dans la pratique, mais non en droit, ce sont les 2/3 du globe qui n'y recourent plus. En 2021, Amnesty International a enregistré au moins 579 exécutions dans 18 pays, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à 2020. Cependant, il existe aussi des pays qui exécutent secrètement, comme la Corée du Nord et le Vietnam, et d'autres où la peine de mort a été officiellement abolie, mais où les exécutions extrajudiciaires se poursuivent. C'est le cas en particulier d'un pays que je connais bien, le Rwanda. Au total, ce sont 2052 condamnations à mort qui ont été prononcées en 2021 contre 1477 en 2020. En 2021, selon Amnesty International, 5 pays ont été responsables de la plupart des exécutions recensées dans le monde. Toujours d'après cette organisation, c'est une fois de plus la Chine dite populaire qui demeure le pays où l'on procède au plus grand nombre d'exécutions. Toutefois, il s'avère impossible d'obtenir des chiffres précis sur l'application de la peine capitale dans ce pays, car ces données y sont classées secret d'État. En seconde position arrive l'Iran, qui a exécuté, nous l'avons vu, au moins 314 personnes contre 246 en 2020, ce qui représente pour ce pays le chiffre le plus élevé depuis 2017, alors que le nombre d'exécutions était depuis cette date en constante diminution.
3 personnes y ont été exécutées pour des crimes commis alors qu'elles avaient moins de 18 ans. L'Égypte, de son côté, a exécuté au moins 83 personnes, contre 107 en 2020. Les condamnations à mort ont continué d'être massivement prononcées, 356 en 2021, y compris sur la base de déclarations extorquées sous la torture, et les exécutions collectives se sont poursuivies. Le nombre d'exécutions enregistrées en Arabie Saoudite a fortement augmenté, passant de 27 à 65, ce qui représente une hausse de 140%. Cette triste tendance se poursuit en 2022 avec, nous l'avons vu, l'exécution de 81 personnes en l'espace d'une seule journée en mars dernier. Du fait de l'exécution collective de 24 personnes en Syrie en octobre, ce pays s'est classé au 5e rang des pays ayant le plus procédé à des exécutions en 2021. En Europe, une seule exécution a eu lieu en 2021, c'était en Biélorussie, le dernier pays d'Europe à appliquer ce châtiment. Au Japon, il y en a eu 3. Un autre pays figure dans le peloton de tête de ceux qui appliquent la peine de mort, les États-Unis d'Amérique. 26 des 50 États fédérés que compte le pays continuent à appliquer la peine de mort. De surcroît, elle est aussi appliquée au niveau fédéral ainsi que par la justice militaire. Aujourd'hui, les États-Unis font donc partie du cercle restreint des démocraties libérales qui appliquent la peine de mort. Cette peine est à nouveau entrée en vigueur aux États-Unis en 1977, année où Gary Gilmore fut fusillé en Utah, mettant fin à un moratoire qui avait débuté en 1963. L'immense majorité des condamnés à mort le sont par les États fédérés pour meurtre aggravé. Les condamnés à la peine capitale sont en général détenus sous un régime de haute sécurité dans des quartiers séparés des prisons appelés couloirs de la mort, où ils languissent parfois pendant plusieurs décennies avant d'être finalement exécutés. En 2020, il y a eu 17 exécutions, dont 10 au niveau fédéral. De 24 exécutions en 2009 au Texas, il y a eu 24 exécutions en 2009, 17 en 2010 et 13 en 2011. En 2016, 32 condamnations à mort ont été prononcées aux États-Unis, contre 1386 en 1892. Au 1er avril 2020, 2620 personnes étaient sous le coup d'une sentence capitale. Elles étaient détenues dans 29 États différents, ainsi que par les autorités fédérales et militaires. Depuis 1976, 170 personnes ont été libérées des couloirs de la mort grâce à de nouveaux éléments ou après avoir obtenu un nouveau procès pour irrégularité suivie d'acquittement. Une étude statistique montre que près de 4% des condamnés dans les couloirs de la mort sont innocents, mais qu'ils ne parviennent pas à obtenir de révision. La grande majorité, 82%, des exécutions a eu lieu dans les États du Sud. Le Texas, nous l'avons vu tout à l'heure, détient le record du nombre d'exécutions dans un État américain, avec 570 accusés exécutés depuis 1982, dont 40 pour la seule année 2000. 42% des condamnés exécutés aux États-Unis sont des Afro-Américains, alors qu'ils ne représentent que 12% de la population totale de ce pays. Peu de femmes ont été condamnées à mort, 53 le sont au 1er août 2020. Elles représentent seulement 2,02% des détenus des couloirs de la mort. Seules 16 femmes figurent parmi les 1522 exécutées depuis 1976 à ce jour, soit 1,05% des exécutions. Les mineurs sont également peu nombreux parmi les condamnés à mort, 21 criminels de 17 ans au moment des faits, et 1 de 16 ans ont été mis à mort avant l'interdiction de cette pratique en mars 2005. En conclusion de ce sinistre dossier, je souhaiterais vous faire entendre une autre chanson, la célèbre chanson de la grande interprète états-unienne Joan Baez. Cette chanson, Here's to You, Nicola and Bart, en mémoire de Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, deux anarchistes italiens
exécuté sur la chaise électrique en 1927 à la prison de Charlestown, dans la banlieue de Boston, rencontra un immense succès planétaire. La musique avait été composée par Ennio Morricone et cette chanson faisait partie de la bande musicale du film Sacco e Vanzetti du réalisateur Giuliano Montaldo, sorti en 1971, qui retrace l'histoire de l'affaire Sacco e Vanzetti. C'est avec cette chanson que je vous dis à la semaine prochaine, chers amis auditeurs et auditrices.